Pierre Vidal-Naquet, lorsque vous nous avez raconté votre rencontre avec Jean-Pierre Vernant, vous avez fait une allusion au contexte politique qui était celui de la guerre d'Algérie. Vous avez parlé notamment d'une rencontre avec Vernant et aussi Louis Gernet. La guerre d'Algérie était présente à travers, notamment pour vous, une affaire qui était l'affaire Audin. Quand j'étais un jeune homme, un très jeune homme, j'étais un patriote français, familier de ce qu'on appelait les taches roses de l'Atlas. Ces taches roses, c'était la carte de l'Empire français sur le planisphère. Et pendant la guerre, en novembre 1942, lorsque les Alliés ont débarqué en Algérie, eh bien, je me souviens très bien de mon père disant « La France a de nouveau une capitale, et cette capitale, c'est Alger ». Quand j'étais en première, c'est-à-dire en 45-46, j'avais un professeur d'histoire qui s'appelait François-Georges Parizet. C'était le fils d'un autre historien qui s'appelait Georges Parizet et qui s'était rendu célèbre pour avoir collaboré à l'histoire de France de la Wyss. Et il nous a donné comme sujet de géographie, je ne sais plus à quel trimestre de première, l'œuvre de la France en Indochine. Et ma copie, comme celle de tous mes camarades, c'était un vaste cocorico. Et puis, il y a eu quand même la guerre d'Indochine qui a commencé à me donner une conscience anticolonialiste. Il y a eu les événements de Madagascar. Il y a eu les événements de Madagascar en 1947. Il y a eu la guerre d'Indochine qui a commencé à prendre un tour tragique à la même époque, au moment du départ des ministres communistes du gouvernement au printemps de 1947, il y avait eu le bombardement de Haiphong, et il y a eu aussi les premiers témoignages sur la torture en Indochine. C'était pas du tout un phénomène nouveau, puisqu'André Violis, dans son reportage Indochine SOS, publié dans les années 30, André Violis, que j'avais rencontré à Dieulefit pendant la guerre, quand j'avais 13-14 ans, on avait déjà parlé. Alors, bien sûr, ma conscience patriotique et impériale a commencé à en prendre un coup. Mais enfin, lorsque commence la guerre d'Algérie, en novembre 1954, j'espère encore qu'une solution sera possible, compatible avec le maintien d'une certaine présence française là-bas. Et au fond, je me sens à certains égards assez proche des tentatives de Pierre Mendès France dans ce domaine. Encore que déjà nous soyons avertis par Henri Maroux. J'étais à l'époque agrégatif et Henri Maroux, pour le compte du syndicat général de l'éducation nationale, qui appartenait à la CFTC, devenue ensuite la CFDT, nous donnait en quelque sorte quelques répétitions pour l'agrégation. Et un jour, il nous dit, vous avez vu ce qu'a fait le gouvernement. Il a décidé de rapatrier d'Algérie quelques policiers tortionnaires et il va les intégrer dans le cadre de la police française. Vous verrez la conséquence de tout cela, c'est que ce qu'ils font en ce moment en Algérie, ils le feront en France. Et c'est effectivement ce qui se produit. Il a été un de ceux qui ont tiré le signal d'alarme, notamment dans ce célèbre article dans Le Monde du 4 avril 1956, qui s'appelait « France, ma patrie », au temps du gouvernement d'Imolet, et dans lequel il disait que personne ne pouvait nier que de véritables laboratoires de torture se sont installés en Algérie. Mais alors pour un jeune homme comme moi, reçu à l'agrégation en 1955, nommé professeur au lycée d'Orléans, que faire? D'abord essayer d'enseigner.
Et j'ai donné des cours d'instruction civique sur les problèmes de l'Afrique du Nord, qui m'ont vite fait accuser auprès de mon proviseur, par de bons bourgeois d'Orléans, de servir la cause des rebelles en Algérie. Il faut dire que le national-molétisme était extrêmement intégré, même au cœur des syndicats comme la FEN. Le national-molétisme était intégré au cœur des syndicats de la FEN, mais c'était intégré dans tout le monde. Que faire, si vous voulez, pour pasticher la formule de Che Guevara, de même qu'un révolutionnaire doit faire la révolution, un historien doit produire de l'histoire. Et où et comment intervenir. Et c'est là qu'est survenu, ce qui a été pour moi un peu l'affaire Dreyfus de ma génération, c'est-à-dire l'affaire Audin, non pas l'affaire Audin en tant que telle, ou seulement en tant que telle, mais l'affaire Audin en tant que symbole de la torture. Audin était un militant communiste, assistant de mathématiques à la faculté des sciences d'Alger. Sa fille, d'ailleurs, Morissette, mathématicienne, est aujourd'hui professeure à l'université de Strasbourg et professeur de mathématiques, justement. Vous-même, vous aviez rencontré Josette Audin, qui était son épouse et qui est venue à Paris. Je l'ai rencontré plus tard. En réalité, les choses se sont passées ainsi. On avait annoncé la disparition de ce jeune homme entre les mains des parachutistes. Sa femme avait écrit à la presse, de même que Gilberte Allègre, femme d'Henri Allègre, l'auteur de la question, avait également écrit à la presse, essayé d'alerter l'opinion. Et comme beaucoup d'universitaires, j'ai envoyé une lettre au Monde, et mon nom est paru avec ma fonction d'assistant à la faculté des lettres de Caen pour m'associer à cette protestation. Et j'ai reçu à ce moment-là une lettre de Josette Audin, en effet. C'était pendant l'été, j'étais en train de surveiller la voiture de mon fils aîné dans le jardin zoologique à Marseille, quand ma femme est venue m'apporter cette lettre de Josette Audin. Que faire de cette affaire? Écrire l'histoire, c'est-à-dire essayer de se procurer les documents, dégager toutes les contradictions et en tirer quelque chose. Et là, vous menez comme historien un travail véritablement d'enquête et un presque travail de d'enquête juge d'instruction, policière, oui. Un travail de juge d'instruction que je fais à la fin de 57 avec Jérôme Lindon et aussi avec les gens du comité Audin, gens très divers, puisque parmi eux il y avait Michel Crouzet, à l'époque militant communiste dans le style pur et dur, et qui a quelque peu évolué, puisque lors des dernières élections présidentielles, il a signé l'appel à voter pour Jean-Marie Le Pen, ce qui de la part de quelqu'un qui a lutté contre la torture est tout de même assez énorme. Il y avait Luc Montagnier, qui était le trésorier du comité Audin, et qui s'est rendu célèbre par l'identification du virus du sida. Il y avait Jacques Panigel, ancien combattant de la résistance et directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Il y a eu un peu plus tard, Madeleine Robériou, qui est tellement liée à ces affaires qu'on a du mal à les imaginer sans elle. Alors, j'ai donc travaillé avec Lindon à reconstituer cette histoire, et mon modèle, ça a été un livre de Jaurès qui s'appelait Les Preuves, et qui avait été écrit pendant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire une sorte de décomposition de la thèse officielle, qui était celle que Maurice Audin s'était évadé le 21 juin 57, de montrer que c'était une impossibilité matérielle et morale, et en même temps d'essayer de démontrer la réalité, c'est-à-dire que Audin était mort au cours d'une scène de torture. Et si j'ai cité là le nom de Jaurès, c'est parce que dans tout cet engagement, il a été en quelque sorte mon modèle premier. Jaurès, c'est l'auteur d'une grande histoire de la Révolution française qui s'appelle l'histoire socialiste.
Et cette histoire a beau être socialiste, ce n'est pas une histoire partisane. C'est une histoire qui a des valeurs, qui sont les valeurs du socialisme, mais ce n'est pas une histoire partisane. François Furet rappelait récemment, dans sa propre histoire de la Révolution française, que la plus belle plaidoirie pour Louis XVI a été écrite par Jaurès dans quelques pages de son histoire socialiste. Il y a là une sorte de paradoxe. Et si vous voulez, c'est certainement Jaurès qui a été mon grand inspirateur dans cette bataille. Ce qui me frappe, c'est que dans cette affaire, vous n'avez pas seulement une position éthique, mais vous insistez sur la dimension politique de l'affaire. J'insiste sur la dimension politique de l'affaire parce que la torture est quelque chose de politique. Que torturer quelqu'un, c'est lui arracher son langage, c'est le dominer par la force brutale, c'est non seulement l'empêcher de parler, mais le forcer à dire autre chose que ce qu'il veut dire, et que cela relève du politique. Et ce fut ça le sens de cette bataille qui est partie du cas d'Audin, mais qui a débordé très rapidement le cas de Maurice Audin, que nous avons élucidé à la fin de 1959, grâce à l'aide notamment de Paul Tedjen. Et le comité Audin est devenu un centre qui se réunissait pratiquement toutes les semaines et qui s'efforçait de mener le combat contre la guerre d'Algérie et contre la torture en général. Et quand je dis la torture en général, c'est toutes les tortures. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer les tortures infligées aux gens du FLN ou aux gens du MNA, il s'agissait aussi, par exemple, en 61-62, de dénoncer, ce qui n'a pas été facile, croyez-moi, les tortures infligées aux gens de l'OS. On a essayé de nous prendre au piège en nous disant « vous ne les dénoncerez pas ». Nous les avons dénoncées.